Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo de la série sur la calorimétrie consacrée à la détermination d'une chaleur latente de vaporisation. Alors regardons la méthode expérimentale. Dans tous les cas que l'on va voir, on va utiliser la méthode électrique dans laquelle on apporte l'énergie thermique sous forme d'effet Joule. Alors là c'est pratique puisqu'on part d'un liquide. Mais un souci va se poser dans la détermination directe. Il va falloir laisser la vapeur s'évacuer. Or, si le calorimètre est fermé, bah, c'est impossible, hein. Une grande partie de la vapeur va se condenser ici sur le couvercle et donc rester à l'intérieur. Donc pour travailler, il va falloir ouvrir le calorimètre, mais à ce moment-là, bah, on va augmenter les pertes. Pour éviter ou pour diminuer ça, il va falloir travailler rapidement. Donc, on peut utiliser une bouilloire pour laquelle la puissance de chauffage est beaucoup plus importante, de l'ordre de 2000 watts. Quelle que soit la méthode utilisée, il faudra souvent mesurer cette puissance avec un compteur d'énergie. Toujours quelle que soit la méthode, on va chauffer donc le liquide avec un système dont il faudra connaître l'énergie ou la puissance en faisant E égale P fois delta T. Cette énergie va servir à chauffer l'eau jusqu'à sa température d'ébullition et ensuite à la vaporiser pendant la durée delta T qu'il faudra bien sûr mesurer. Il restera à mesurer la masse de liquide qui se sera vaporisée. Le bilan s'écrit de la façon suivante. L'énergie apportée de façon électrique, P fois delta T, sera égale à la masse de liquide vaporisé fois la chaleur latente de vaporisation. On en déduira donc facilement la valeur de LV comme P fois delta T sur M vaporisé. Alors regardons maintenant la mise en œuvre, c'est-à-dire le protocole expérimental. Alors comme d'habitude, on va commencer par faire la tare avec le calorimètre vide sur la balance. Ensuite, on va ajouter suffisamment de liquide pour que ça recouvre entièrement le dispositif de chauffage, même après vaporisation. Et on notera sa masse M1. On allume le générateur ou on branche le système pour commencer à chauffer. On surveille la température pour repérer la température de vaporisation. À partir de là, on déclenche le chronomètre pour mesurer la durée delta T de vaporisation. À la fin, on arrête le système de chauffage et on note la masse M2 de liquide qui reste. La masse vaporisée sera la différence M2 moins M1. Alors, on peut modifier le dispositif pour simplifier le repérage de la température de vaporisation en faisant un suivi de la température avec un système d'acquisition. À ce moment-là, la durée de vaporisation se lira à partir du moment où on atteint le palier jusqu'à l'arrêt, donc c'est-à-dire on fera T2 moins T1. À la fin, évidemment, on note toujours la valeur de la masse M2 et on fait la différence comme tout à l'heure. Alors, voyons l'exploitation des résultats avec ces dispositifs. Alors, on a pris l'exemple ici pour l'eau. Donc, une masse d'eau au départ de 250 grammes à une température T1, mais là, on s'en fiche un peu. Une puissance de 500 watts et on va vaporiser pendant une durée de 170 secondes. Pendant cette durée, on a vaporisé une masse de 40 grammes. Avec le bilan que l'on avait déjà écrit, on va obtenir une chaleur latente de vaporisation de 2,13 10 puissance 3 joules par gramme. Si on regarde avec la valeur tabulée, ça nous donne environ un écart de 6%, ce qui peut être acceptable avec les conditions du lycée. Alors, on va regarder un autre dispositif qui diffère un peu de ce qu'on a utilisé, puisque avec ce dispositif, on va récupérer l'eau qui va s'être vaporisée, enfin le liquide en tout cas qui s'est vaporisé, à l'aide ici du réfrigérant qui est ici. Le problème ici dans ce montage, c'est qu'on a des risques de liquéfaction ici à ce niveau-là et que ça retombe dedans et qu'il ne soit pas compté de ce côté-là. Alors, si on oublie ça, eh bien évidemment, on surveille toujours la température pour repérer le début de vaporisation et on mesure la durée de cette vaporisation. Le bilan s'écrit toujours de la même façon. Alors, cette fois-ci, on regarde une autre possibilité qui va être indirecte puisqu'on va mesurer cette fois-ci la chaleur latente de liquéfaction, qui est tout simplement l'opposé de la chaleur latente de vaporisation. Alors, avec ce dispositif, on ne s'occupe plus de l'énergie apportée pour vaporiser, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est la quantité de vapeur qui va arriver dans
le calorimètre et qui va réchauffer l'eau contenue dans celui-ci. Donc pour effectuer le bilan, on aura besoin de noter la température initiale de l'eau, ou du liquide en général, la température finale et la masse de vapeur liquéfiée. Alors le bilan peut donc s'écrire de la façon suivante. Donc on a un premier terme ici qui va correspondre au réchauffage de l'eau et du calorimètre, hein, ici la valeur en eau du calorimètre contenue ici. Ensuite, la chaleur, l'énergie thermique apportée par la liquéfaction, hein, donc la vapeur qui se transforme en liquide va donner une certaine énergie, donc qui va permettre de réchauffer cette eau-là. Et aussi donc le refroidissement pardon, de l'eau qui vient de se transformer en vapeur, qui est au départ à la température de la vapeur et qui va se refroidir jusqu'à la température finale. Alors on peut aussi écrire le bilan de cette façon-là, en rappelant ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que la chaleur latente de liquéfaction est l'opposé de la chaleur latente de vaporisation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.